Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette analyse approfondie d'Ici tout commence. Dans cet épisode, l'Institut Auguste Armand ne traverse pas une simple zone de turbulence. Il entre dans une véritable zone de rupture. Rien n'explose immédiatement, rien n'est encore irréversible en apparence, et pourtant tout vacille déjà. Derrière la diffusion d'une vidéo devenue virale, ce sont des lignes invisibles qui se brisent, celles de l'autorité, de la confiance, et de la frontière fragile entre vie privée et cadre professionnel. Ce qui frappe d'emblée, c'est la violence silencieuse du climat qui s'installe. Les couloirs bruissent de murmures, les regards se chargent de soupçons, et chacun se sent soudain investi d'un droit de juger. L'Institut, autrefois lieu de transmission et d'apprentissage, se transforme peu à peu en tribunal moral à ciel ouvert, où la nuance n'a plus sa place et où les certitudes s'érigent en verdict. Mais cet épisode ne se limite pas à une crise collective. Il explore surtout ce que ces scandales laissent derrière eux, des individus à bout, des consciences en lutte, et des décisions impossibles à prendre. Lou avance désormais écrasé par le regard des autres, prisonnier d'une culpabilité qui le ronge. Joséphine, elle, s'effondre en silence, submergée par une douleur qu'elle n'arrive plus à contenir, jusqu'à perdre ses repères. Et pendant que certains sombrent, d'autres vacillent intérieurement, confrontés à des choix qui engagent bien plus qu'un simple règlement intérieur. Car au cœur de cet épisode, une question centrale se pose avec une brutalité rare: comment rendre justice sans sacrifier l'humain? Comment protéger sans condamner trop vite? Et surtout, qui doit porter le poids des conséquences lorsque les émotions prennent le pas sur la raison? Aujourd'hui, nous allons revenir en profondeur sur cette trajectoire dramatique. Nous analyserons la montée des tensions au sein de l'Institut, l'effondrement psychologique de Joséphine, la culpabilité étouffante de Lou, et le dilemme moral vertigineux auquel se retrouve confrontée Clotilde. Un dilemme où chaque décision, qu'elle soit prise ou évitée, laisse des traces durables. Installez-vous, car cet épisode d'Ici tout commence ne raconte pas seulement une affaire scandaleuse. Il met à nu des failles humaines profondes, expose la fragilité des équilibres, et nous rappelle une chose essentielle: lorsque la tempête éclate, personne n'en sort réellement indemne. Dans cette première partie de l'épisode, Ici tout commence installe un climat de crise généralisé au sein de l'Institut Auguste Armand. Rien n'explose encore frontalement, mais tout est déjà sous tension. La menace du scandale agit comme une pression constante, invisible mais écrasante, qui transforme l'établissement en un véritable champ de bataille morale. Ce qui se joue ici dépasse largement un simple fait divers, c'est l'autorité, la responsabilité et la frontière entre vie privée et cadre professionnel qui sont mises à l'épreuve. La diffusion de la vidéo montrant Anouk et Lou agit comme un détonateur collectif. Chez les élèves, elle provoque une réaction en chaîne immédiate. Les discussions s'enflamment, les certitudes se durcissent, et chacun se sent légitime pour interpréter, juger ou condamner. L'Institut, habituellement lieu d'apprentissage et de transmission, devient un espace de confrontation où la rumeur circule plus vite que la réflexion. Ce qui frappe, c'est l'absence de zone grise dans les échanges. Très vite, les positions se figent, comme si la complexité de la situation ne pouvait plus être tolérée. Cette polarisation révèle des tensions latentes qui existaient déjà, mais que la vidéo rend désormais impossible à ignorer. Derrière les débats, ce sont des peurs, des colères et des frustrations anciennes qui refont surface. L'affaire Anouk Lou devient alors le symbole d'un malaise plus profond, lié au rapport de pouvoir, à la hiérarchie et à la place de chacun au sein de l'Institut. Dans ce contexte électrique, Bianca s'impose comme l'une des voix les plus critiques. Son discours est frontal, sans nuance, et se structure autour d'une conviction claire: il y a eu abus de pouvoir. À travers elle, la série met en scène une parole qui se veut morale, presque militante, mais qui ne laisse aucune place à la complexité humaine. Bianca ne cherche pas à comprendre, elle accuse. Sa posture reflète une colère sincère, mais aussi une volonté de désigner un responsable unique à une situation pourtant beaucoup plus trouble. En prenant publiquement position, elle contribue à durcir le climat et à transformer le débat en procès collectif. Face à cette montée en tension, Anouk tente de reprendre la main. Sa réaction est révélatrice de sa position délicate: elle ne fuit pas, ne se justifie pas sur le plan émotionnel, mais choisit l'autorité. Elle rappelle les faits, pose un cadre et exige de la maturité.
Cette prise de parole n'est pas seulement une défense personnelle, c'est une tentative de restaurer un ordre qui lui échappe peu à peu. En appelant les élèves à se comporter en adultes, elle cherche à réaffirmer la hiérarchie et à empêcher que l'institut ne se transforme en tribunal populaire. Cependant, cette stratégie montre rapidement ses limites. Même ferme, même structurée, la parole d'Anouk arrive trop tard. Le mal est déjà fait. Les regards lourds, les chuchotements persistants et les silences appuyés témoignent d'une fracture désormais installée. La confiance est entamée, et aucune mise au point ne suffit à l'effacer. Ce décalage souligne l'un des enjeux majeurs de l'épisode. Lorsqu'un scandale éclate, la vérité factuelle ne suffit plus à apaiser les esprits. Ce sont les perceptions, les ressentis et les jugements moraux qui prennent le dessus. Cette première partie pose ainsi les bases d'une escalade inévitable. Les débats ne sont plus seulement émotionnels, ils deviennent idéologiques. Qui a le droit? Qui a fauté? Qui doit être sanctionné? En exposant ces tensions sans les résoudre, Ici tout commence prépare le terrain de conséquences lourdes, où chaque prise de position risque d'entraîner une réaction en chaîne. L'institut n'est plus un simple décor, il devient le miroir d'un conflit profond, où l'autorité vacille et où les émotions à vif dictent désormais le rythme des événements. Cette deuxième partie de l'épisode déplace le conflit du terrain collectif vers une dimension plus intime, plus silencieuse, mais tout aussi violente. Là où l'institut s'embrasait sous l'effet des débats et des jugements, Lou, lui, affronte une tempête intérieure autrement plus difficile à contenir. Dès les premières scènes, il apparaît comme un personnage en état de fragilité extrême, avançant littéralement avec une boule au ventre, prisonnier d'une angoisse diffuse qui ne le quitte plus. Le retour à l'institut n'est plus un simple quotidien scolaire. Chaque couloir devient une épreuve, chaque regard un rappel constant de ce qui s'est passé. Les murmures, même lorsqu'ils ne sont pas explicitement dirigés contre lui, prennent une dimension écrasante. Lou n'est pas confronté à des accusations frontales, mais à quelque chose de plus insidieux, le sentiment d'être observé, jugé, réduit à une image qui lui échappe désormais totalement. Cette pression sociale silencieuse agit comme un poids permanent, rendant chaque pas plus difficile que le précédent. Mais au-delà du regard des autres, ce qui ronge véritablement Lou, c'est la perspective de croiser Joséphine. La rupture n'est pas digérée, la blessure encore vive. Contrairement à ce que l'on pourrait attendre, sa souffrance ne se traduit ni par la colère ni par la fuite. Elle s'exprime par la rumination. Lou se repasse les événements en boucle, cherchant désespérément le moment où tout aurait pu basculer autrement. Cette quête de sens, presque obsessionnelle, révèle une culpabilité profonde. Il ne se voit pas comme une victime des circonstances, mais comme quelqu'un qui a failli, qui a blessé sans le vouloir, et qui doit désormais porter ce poids. Une fois Lou parti, la série opère un glissement subtil vers l'espace domestique, révélant un autre niveau de tension. Chez Clotilde et Joachim, l'atmosphère change radicalement. Clotilde, jusqu'ici contenue, laisse enfin tomber le masque. Sa colère envers Anouk est frontale, presque instinctive. Elle ne résonne pas en termes d'institution ou de hiérarchie, mais en mère. À ses yeux, Lou est fragile, exposé, pris dans une situation qui le dépasse, et Anouk incarne la figure responsable de ce déséquilibre. Cette réaction n'est pas idéologique, elle est viscérale. Clotilde agit sous l'effet d'un instinct de protection qui ne supporte pas de voir son fils souffrir ainsi. Face à elle, Joachim joue un rôle fondamental d'apaisement. Plus posé, plus rationnel, il tente de ramener le débat sur un terrain moins émotionnel. Son discours n'est pas une défense d'Anouk, mais une mise en garde contre les réactions impulsives. Il rappelle que toute intervention directe risquerait d'aggraver la situation, d'enfermer Lou dans un statut de victime assistée, incapable d'affronter ses propres choix. Joachim incarne ici une sagesse prudente, parfois frustrante, mais essentielle. Il comprend que protéger Lou ne signifie pas tout régler à sa place. Cette opposition douce entre Clotilde et Joachim met en lumière un enjeu central: comment aider sans étouffer, soutenir sans déresponsabiliser. Leur échange, loin des cris et des accusations, révèle une tension parentale profonde, faite de doutes et de peurs, où chaque décision peut avoir des répercussions durables sur l'avenir de Lou. De retour à l'institut, la pression sur Lou ne faiblit pas. La discussion avec Fleur agit comme un choc de réalité. Sans détour,
elle lui confirme que Joséphine va très mal. Ses mots sont simples, directs, et d'autant plus percutants. Elle ne cherche pas à accuser Lou, mais à poser une limite claire. Pour le moment, sa présence serait plus destructrice qu'apaisante. Cette mise en garde place Lou face à un dilemme cruel. Vouloir réparer, aimer encore, mais devoir s'effacer pour ne pas faire davantage de mal. C'est à ce moment que Lou se livre pleinement. En avouant à Fleur qu'il aime encore Joséphine, il ne cherche ni l'absolution ni la justification. Il reconnaît sa culpabilité, admet ses erreurs et mesure enfin l'ampleur des conséquences. Cette confession marque une étape importante dans son parcours. Lou ne se cache plus derrière le silence ou la confusion. Il met des mots sur ce qu'il ressent, même si ces mots arrivent trop tard pour changer le cours des choses. L'arrivée de Joséphine vient brutalement interrompre cet instant de vérité. En surprenant la fin de l'échange, elle impose une limite nette, sans détour. Son regard est fermé, sa décision sans appel. Lui demander de ne plus jamais lui adresser la parole n'est pas un acte de cruauté, mais un mécanisme de défense. Joséphine ne rejette pas seulement Lou, elle tente de se protéger d'une douleur qu'elle n'est plus en mesure de supporter. Le silence devient son dernier rempart. Cette scène marque une rupture émotionnelle d'une grande violence. Lou se retrouve face à un amour qu'il ressent encore, mais qu'il n'a plus le droit d'exprimer. Joséphine, de son côté, choisit l'éloignement comme seule solution pour survivre émotionnellement. À l'Institut Auguste Armand, les blessures ne sont plus seulement visibles, elles sont profondément ancrées. Et dans cet entre-deux, chaque mot non prononcé, chaque geste retenu, pèse désormais aussi lourd que les actes passés. Cette troisième partie marque le cœur émotionnel de l'épisode. Là où les tensions étaient jusqu'ici diffuses ou contenues, tout se concentre désormais sur Joséphine, dont la fragilité devient impossible à masquer. Le service au double A, habituellement structurant et rassurant, se transforme en un espace hostile, saturé de souvenirs et d'émotions incontrôlables. Joséphine continue d'agir mécaniquement, concentrée en apparence, mais son esprit est ailleurs, prisonnier des images de la vidéo. Ces images s'imposent à elle sans qu'elle puisse les repousser, envahissant chaque geste, chaque silence, chaque bruit en salle. Ce qui est particulièrement marquant dans cette séquence, c'est l'absence de spectaculaire. Joséphine ne fait pas de scandale, ne s'effondre pas immédiatement. Elle vacille intérieurement, lentement, comme si son corps continuait par habitude tandis que son esprit se désagrège. La cuisine, lieu de discipline et de précision, devient paradoxalement le théâtre de sa perte de contrôle intérieur. Cette dissociation entre ce qu'elle montre et ce qu'elle ressent accentue encore la violence de ce qu'elle traverse. La rencontre avec Anouk intervient alors dans le pire moment possible. Anouk ne cherche pas l'affrontement. Elle tente, maladroitement, d'apaiser la situation. Mais ces mots, même sincères, arrivent trop tard et résonnent de manière désastreuse. En affirmant que cette relation n'avait rien de sérieux, elle pense peut-être minimiser la portée de l'événement. Pour Joséphine, c'est exactement l'inverse. Ces paroles invalident sa douleur, réduisent ce qu'elle a vécu à quelque chose de secondaire, presque insignifiant. À cet instant précis, Joséphine ne se sent pas seulement blessée, elle se sent niée. Cette scène cristallise un profond décalage de perception. Là où Anouk tente de refermer une parenthèse, Joséphine est encore enfermée dedans. L'incompréhension est totale. La réaction de Joséphine est alors brutale, mais profondément compréhensible. Elle ne cherche plus à se contenir, ni à rester professionnelle. La colère et la souffrance prennent le dessus, non par provocation, mais par épuisement. Quitter le restaurant, abandonner son poste, ce n'est pas un acte réfléchi, c'est une fuite, une nécessité immédiate pour ne pas s'effondrer sur place. Le geste de s'emparer d'une bouteille de whisky est lourd de sens. Il ne s'agit pas d'un défi ni d'une revendication, mais d'un signal d'alarme. Joséphine est en perte totale de repères. Elle ne cherche pas le plaisir, elle cherche l'oubli, ou au moins une anesthésie temporaire de la douleur. Ce moment marque un point de non-retour émotionnel, où la souffrance déborde enfin de l'espace intérieur pour devenir visible, inquiétante. La réaction de Fleur est immédiate et essentielle. Témoin indirect de la scène, elle comprend instantanément la gravité de la situation. Il n'y a ni panique inutile ni jugement hâtif.
Fleur agit avec lucidité, consciente que le départ de Joséphine n'est pas anodin. En alertant Stanislas et Marc, elle enclenche une chaîne de protection, preuve que malgré le chaos ambiant, certains repères humains tiennent encore. La scène suivante, lorsque Marc et Fleur retrouvent Joséphine, marque un contraste saisissant. Après la fuite, après la colère, vient l'effondrement. Joséphine n'essaie plus de sauver les apparences. Elle est submergée par la honte et la culpabilité. Ses mots sont d'une dureté extrême envers elle-même. Elle se perçoit comme fautive, faible, incapable de tenir bon. En réduisant sa rechute à « une histoire de garçon », elle minimise sa propre souffrance, comme si elle se reprochait d'avoir laissé ses émotions prendre autant de place. Ce discours intérieur est révélateur d'un profond mal-être. Joséphine ne se contente pas de souffrir, elle se juge sévèrement. Elle se rend responsable de tout, y compris de ce qui la dépasse. Cette autocritique violente témoigne d'une estime de soi fragilisée, déjà mise à rude épreuve avant même cet épisode. Face à elle, Marc et Fleur incarnent une autre réponse possible à la chute. Leur attitude est dénuée de reproches, de morale ou de pression. Ils écoutent, accueillent, rassurent. Fleur insiste sur un point fondamental, cette rechute ne définit pas Joséphine. Elle ne gomme ni les efforts passés, ni la personne qu'elle est. Marc, de son côté, apporte un message tout aussi essentiel, tomber ne signifie pas que tout est perdu. Reconnaître sa fragilité et accepter de l'aide est déjà une forme de courage. Leur présence agit comme un filet de sécurité dans un moment de vertige absolu. Ils ne promettent pas de solution miracle, mais une chose précieuse, ne pas la laisser seule. Cette promesse, simple mais profonde, réintroduit une forme d'espoir dans une intrigue jusque-là dominée par la douleur et la culpabilité. Cette troisième partie apporte ainsi une respiration humaine au cœur du drame. Elle montre que si le scandale Anouk Lou a déclenché une onde de choc, les dégâts les plus profonds sont émotionnels. Joséphine n'est pas seulement victime d'une situation, elle est une jeune femme confrontée à ses limites, à ses failles, mais aussi à la possibilité d'un soutien réel. Ce moment n'efface rien, ne répare pas immédiatement. Mais il ouvre une brèche, celle d'un nouveau combat, cette fois accompagné, et non plus mené dans le silence et l'isolement. Cette quatrième partie déplace l'intrigue sur un terrain décisif, celui de la responsabilité institutionnelle confrontée à l'émotion brute. Loin du tumulte de l'Institut, la discussion entre Clotilde et Joachim s'ouvre sur un moment de lucidité fragile, où la raison tente encore de contenir la tempête. Clotilde reconnaît sans détour avoir envisagé une sanction formelle contre Anouk. L'idée d'un conseil pédagogique ne relève pas d'un réflexe autoritaire, mais d'une prise de conscience aiguë de la gravité de la situation. Ce qui s'est produit dépasse le simple malaise, il s'agit d'un déséquilibre majeur, aux répercussions humaines lourdes. Pourtant, au dernier moment, Clotilde recule. Ce renoncement n'est ni un aveu de faiblesse ni une forme d'indifférence. Il traduit au contraire une conscience aiguë de sa position. Elle sait que décider sous le coup de l'émotion serait dangereux, autant pour l'Institut que pour sa propre intégrité morale. Clotilde est ici déchirée entre deux pôles, son devoir de chef d'établissement, garante d'un cadre éthique, et son ressenti personnel, profondément affecté par la situation de Lou et de Joséphine. Ce tiraillement révèle un personnage lucide, mais épuisé par la complexité des enjeux. L'arrivée de Marc fait brutalement voler en éclats cet équilibre déjà fragile. Visiblement bouleversé, il ne cherche ni la diplomatie ni la nuance. Il vient avec une urgence, presque une détresse. Le récit de ce qui est arrivé à Joséphine agit comme un électrochoc. Sa rechute, son état de fragilité extrême, sa souffrance palpable pour Marc, ces faits ne laissent plus place au doute. Il établit un lien direct entre la relation Anouk Lou, le scandale qui en a découlé, et l'effondrement de Joséphine. La colère de Marc est frontale, mais elle n'est pas idéologique. Elle est profondément émotionnelle. Il ne parle pas en chef, ni même en collègue, mais en adulte responsable d'une jeune femme qu'il cherche à protéger. À ses yeux, Anouk a franchi une limite irréparable. Il ne s'agit plus de discuter, d'analyser ou d'attendre. Il faut agir. Et agir vite. Son exigence est claire, radicale, Anouk ne doit plus avoir sa place à l'Institut. Ce moment met en lumière un décalage fondamental entre deux logiques.
Marc incarne la réaction immédiate face à la douleur. Sa colère est nourrie par l'impuissance et la peur de voir Joséphine sombrer davantage. Il ne cherche pas la justice au sens institutionnel, mais une forme de réparation urgente, presque instinctive. À l'inverse, Clotilde est contrainte de penser à plus long terme. Elle mesure que faire partir Anouk ne serait pas un simple geste de protection, mais une décision lourde, aux conséquences multiples, pour l'équilibre de l'Institut, pour les élèves, pour Anouk elle-même, et pour sa propre responsabilité de dirigeante. Face à la demande de Marc, Clotilde se retrouve enfermée dans un dilemme terrible. Elle comprend sa douleur, partage son inquiétude, et ne minimise en rien la gravité de la situation. Mais elle sait aussi que céder à cette demande reviendrait à agir sous la pression de l'émotion, au risque de transformer un drame humain en une sanction irréversible sans recul suffisant. Cette hésitation n'est pas de la lâcheté, c'est le poids d'un choix qui engage bien plus qu'une seule personne. Cette scène marque un véritable tournant narratif. Les lignes se durcissent, les positions se figent, et la possibilité d'un compromis s'éloigne. Ce qui était jusqu'ici une crise émotionnelle menace désormais de devenir un affrontement institutionnel. Entre la colère protectrice de Marc et la prudence morale de Clotilde, aucun terrain neutre ne semble plus possible. Dans Ici tout commence, cette séquence cristallise l'un des thèmes centraux de l'épisode, comment rendre justice sans sacrifier l'humain, comment protéger sans condamner hâtivement. Clotilde se retrouve au cœur de cette équation impossible, consciente que son choix, quel qu'il soit, laissera des traces durables. Plus qu'une décision disciplinaire, c'est une question de conscience qui se pose désormais à elle, avec la certitude que personne ne sortira indemne de ce conflit. Et c'est peut-être là que réside la véritable force de cet épisode d'Ici tout commence. Il ne propose ni coupable évident, ni solution immédiate, ni réparation simple. Il nous laisse au contraire face à une réalité inconfortable. Lorsque les lignes sont franchies, lorsque les émotions débordent, les dégâts ne disparaissent pas avec une simple décision ou une mise au point. À l'Institut Auguste Armand, chacun porte désormais une part du poids. Joséphine, brisée mais encore debout, amorce un combat fragile, celui de la reconstruction. Lou, enfermé dans une culpabilité qu'il ne sait plus comment réparer, avance à tâtons, conscient que l'amour ne suffit pas toujours à réparer ce qui a été abîmé. Clotilde, elle, se retrouve face à une responsabilité vertigineuse, coincée entre justice et humanité, entre cadre institutionnel et douleur bien réelle. Et Marc, guidé par un instinct de protection légitime, incarne cette colère qui naît quand la peur de perdre quelqu'un devient trop forte. Cet épisode ne tranche pas. Il interroge. Il met en lumière la violence des jugements collectifs, le danger des décisions prises sous le coup de l'émotion, et la solitude de ceux qui doivent choisir pour les autres. Ici, aucune issue n'est confortable. Chaque option laisse des traces. Chaque silence pèse. Chaque mot prononcé ou retenu devient lourd de conséquences. Et c'est précisément pour cela que cette intrigue marque. Parce qu'elle ne cherche pas à rassurer. Parce qu'elle nous rappelle que, parfois, il n'y a pas de bonne décision, seulement des choix difficiles à assumer. À l'Institut, la tempête est loin d'être terminée. Les fractures sont là, profondes, et leur cicatrisation prendra du temps si elle est seulement possible. Alors que les émotions restent à vif et que l'équilibre continue de vaciller, une question demeure, suspendue, jusqu'où peut-on aller pour protéger, sans détruire ? Et qui, au final, devra payer le prix le plus lourd de cette crise ? Si cette analyse vous a parlé, n'hésitez pas à la partager, à laisser votre avis, et à nous rejoindre pour la suite. Car dans Ici tout commence, l'histoire est loin d'être terminée et les prochains choix pourraient bien tout changer.